Bonjour, bienvenue sur Flux de Fleu pour ce cours sur la gastronomie française du XVIIe siècle, dispensé dans le cadre du cours français pour la gastronomie à l'université Naresuan en Thaïlande par Dr Jean-Philippe Babu, moi-même, en 2024. Ce cours est divisé en 3 grandes parties. La première partie est plutôt une introduction, un rappel du contexte historique. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de Louis XIV, c'est l'âge d'or de Versailles, c'est le grand siècle, le siècle du roi Soleil. Dans une deuxième partie, nous allons découvrir l'évolution des saveurs et des techniques culinaires. Enfin, dans la dernière partie, nous verrons ce qu'était la codification et la mise en scène des repas à l'époque de Louis XIV. Nous verrons les repas de Louis XIV lui-même à Versailles, le service à la française, et enfin, nous découvrirons cette grande figure de la gastronomie française qui a inspiré un film de l'an 2000, François Vatel. Tout d'abord, le contexte historique. Comme je vous le disais, le XVIIe siècle, c'est le siècle de Louis XIV. C'est l'âge d'or de Versailles. Le XVIIe siècle, également connu sous le nom de Grand siècle, est marqué par le règne de Louis XIV, le roi Soleil, qui centralise le pouvoir à la cour de Versailles. Louis XIV, surnommé le roi Soleil, régna sur la France de 1643 à 1715. Son règne de 72 ans est l'un des plus longs de l'histoire européenne. Sous son règne, le château de Versailles devint non seulement le centre politique de la France, mais aussi un symbole de la grandeur et du raffinement français. Versailles était célèbre non seulement pour son architecture et ses jardins magnifiques créés par André le Nôtre, mais aussi pour ses fêtes somptueuses, ses spectacles et ses banquets. Les repas de Louis XIV, organisés selon des cérémonies comme le petit couvert et le grand couvert, ont beaucoup influencé la gastronomie française et les autres cours royales en Europe qui voulaient imiter le style de vie de Versailles. Passons maintenant à l'étude de l'évolution des saveurs et des techniques culinaires. Vous voyez ici un tableau qui montre que le goût pour les légumes se développait au XVIIe siècle, était beaucoup plus développé encore qu'au XVIe siècle où il était juste naissant. En effet, le XVIIe siècle voit l'abandon beaucoup plus important des épices au profit des herbes aromatiques. Les cuisiniers français du XVIIe siècle abandonnent progressivement les saveurs lourdement épicées du Moyen Âge pour privilégier des herbes aromatiques locales comme le thym, le laurier et le persil, formant le célèbre bouquet garni, alors appelé paquet. Devenues plus accessibles, les épices perdent leur caractère prestigieux, tandis que les plantes aromatiques comme la ciboulette, l'estragon et le romarin gagnent en popularité. Les herbes aromatiques et les légumes locaux sont de plus en plus appréciés pour leur fraîcheur et pour leur saveur. Dans son ouvrage Les délices de la campagne, publié en 1654, Nicolas de Bonnefond, agronome et valet de chambre du roi Louis XIV, recommande la simplicité dans l'utilisation des produits frais et locaux. Il insiste sur le respect des produits et de leurs saveurs authentiques. Selon lui, il est important qu'un potage de santé soit un bon potage bourgeois, bien nourri de bonne viande, bien choisie. Qu'il soit simple, puisqu'il porte le nom de santé. Que celui au chou sente entièrement le chou, au poireau le poireau, au navet le navet, et ainsi des autres. Publié en 1654, cet ouvrage, Les délices de la campagne, de Nicolas de Bonnefond, fait partie des ouvrages qui contribuèrent à la naissance de la gastronomie française moderne. Le potager du roi. À Versailles, le potager du roi, conçu par l'agronome Jean-Baptiste
de la Quintinie, que vous voyez ici représenté, est un chef-d'œuvre de l'horticulture du XVIIe siècle et un symbole de prestige pour le roi Louis XIV. Grâce aux méthodes innovantes de la Quintinie, le potager produit une abondance de légumes et de fruits frais, même hors saison. Le beurre. Nous avons vu qu'au XVIe siècle, l'utilisation du beurre était de plus en plus importante. Au XVIIe siècle, le beurre devient essentiel à la cuisine française. Le beurre devient un ingrédient essentiel en cuisine. Il est utilisé dans des sauces à base de fond de cuisson, ce qui ajoute un goût plus riche et raffiné. Les sauces légères sont remplacées par des sauces grasses et onctueuses qui vont bien avec les herbes aromatiques. François-Pierre de La Varenne. L'apport du cuisinier François-Pierre de La Varenne. François-Pierre de La Varenne, né en 1618 et mort en 1678, est une figure centrale de la transformation de la cuisine française. Son ouvrage, Le cuisinier François, c'est-à-dire le cuisinier français, publié en 1651, est considéré comme le premier véritable livre de cuisine française moderne. On peut y découvrir plusieurs innovations techniques, parmi lesquelles la technique du roux, utilisée pour épaissir les sauces. On y trouve aussi la première mention du bouquet garni dont je parlais dans la diapositive précédente, dit paquet à l'époque, un mélange de laurier, de persil et de thym, et la première recette du millefeuille. La technique du roux, quant à elle, c'est un mélange de farine et de beurre ou de matière grasse à quantité égale, plus ou moins colorée à feu moyen. Mouillé avec un fond, un jus de cuisson, un bouillon ou du lait, ce liant permet d'obtenir une sauce comme la béchamel par exemple. Une autre contribution notable de La Varenne est l'invention de la technique du feuilletage, qui conduit à la création du millefeuille, un dessert emblématique de la pâtisserie française. Cette technique de superposition de couches de pâte et de beurre pliées et repliées pour obtenir une texture légère et croustillante révolutionne la pâtisserie et reste une base fondamentale dans la cuisine moderne. À droite, vous pouvez voir une photographie d'un millefeuille dont l'orthographe est double. Vous avez millefeuille avec un trait d'union ou millefeuille sans trait d'union. Le millefeuille, c'est une pièce de pâtisserie faite de 3 couches de pâte feuilletée et de 2 couches de crème pâtissière. Il aurait été inventé par François-Pierre de La Varenne, qui le décrit dans son Cuisinier François en 1651. Alors, quelque chose d'important dans la gastronomie du XVIIe siècle, c'est la distinction du sucré et du salé. Nous avions vu qu'au XVIe siècle, le sucre était devenu immensément populaire et que les aristocrates avaient tendance à mettre cette épice un peu dans tous les plats, du début à la fin d'un repas. Mais au XVIIe siècle, l'usage du sucre diminue dans la cuisine française, suivant d'ailleurs les conseils de certains médecins. On avait dû remarquer que le sucre avait des effets nocifs pour la santé. Les saveurs aigres-douces du Moyen-Âge sont rejetées, et toute présence de sucre est désormais jugée inappropriée hors des desserts. Par exemple, le chef François-Pierre de La Varenne, dans son livre Le cuisinier François, publié en 1651, je le rappelle, réserve le sucre exclusivement au dessert, rompant ainsi avec la tradition médiévale. Une distinction claire est établie entre les plats sucrés et les plats salés, fondement de la gastronomie française moderne. Le Champagne. Au XVIIe siècle, la Champagne est une région viticole en pleine évolution. Des moines comme Dom Pierre Pérignon, qui a donné son nom à cette grande marque de champagne, des moines comme Dom Pierre Pérignon donc
et frère Houdard jouent un rôle clé dans l'amélioration des techniques de vinification. Les moines Dompierre Pérignon et frère Houdard, en effet, ont joué un rôle important dans le développement du champagne tel que nous le connaissons aujourd'hui. À leur époque, les assemblages de vins étaient souvent faits de manière aléatoire. Dompierre Pérignon a été un pionnier en découvrant que mélanger certains vins pouvait donner de meilleurs résultats. Il a commencé à faire des assemblages réfléchis, ce qui a permis de produire des vins plus équilibrés et de meilleure qualité. Depuis le XIXe siècle, on croit souvent que Dom Pérignon est l'inventeur du champagne. En réalité, c'est une légende. Pierre Pérignon a amélioré la gestion des vignes et des pressoirs dans son abbaye, mais il n'a pas inventé le champagne. À l'époque, les vins de Champagne avaient déjà des bulles naturelles, ce qui était d'ailleurs difficile à contrôler. Ce n'est qu'au XIXe siècle, quand les consommateurs anglais ont commencé à aimer ce vin pétillant, que les vignerons de Champagne ont créé le champagne comme nous le connaissons aujourd'hui. Les premiers cafés parisiens. L'arrivée du café en France, peu avant le milieu du XVIIe siècle, marque une nouvelle tendance culinaire. Introduit par des marchands et voyageurs, le café séduit les Parisiens. Parmi les premiers cafés parisiens, il y a le café Procope, ouvert en 1686 par l'italien Francesco Procopio dei Coltelli. Au XVIIIe siècle, ce café deviendra rapidement un lieu de rencontre pour les écrivains philosophes et intellectuels. Des personnalités telles que Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot le fréquenteront, en faisant un centre de la vie littéraire et intellectuelle de Paris. Passons maintenant à notre troisième et dernière partie où nous allons étudier quelle était la codification et la mise en scène des repas. Louis XIV, le roi Soleil, aimait organiser des repas somptueux à sa cour. Divisés en petits couverts et grands couverts, ces repas suivaient strictement l'étiquette, c'est-à-dire un ensemble de règles régissant la vie de la famille royale, des courtisans et du personnel. Le petit couvert était un repas plus intime que le grand couvert. Le roi dînait en privé, souvent dans sa chambre, avec quelques membres de sa famille ou des invités proches. Le nombre de plats et de services était réduit. 3 services, de plusieurs plats chacun. Le grand couvert était un repas public pris dans l'antichambre de Versailles, située entre la chambre du roi Louis XIV et la salle des gardes. D'ailleurs, Versailles n'avait pas encore de salle à manger à cette époque. Le roi mangeait seul, en face du public, symbolisant la figure nourricière du père. Ce repas comprenait 5 services, sans compter les fruits servis à part. Les potages et entrées, les viandes bouillies, les viandes rôties, les entremets et les desserts. Chaque service comprenait entre 6 et 8 plats. Parfois, il y avait aussi des repas extraordinaires pour des occasions spéciales, comme des mariages ou des fêtes royales, appelés festins royaux. Vous voyez ici une image d'un festin grandiose. Vous voyez au centre, ici, comment sont disposés les plats de façon assez géométrique. Nous allons voir que la décoration et la façon de présenter les plats est très importante au XVIIe siècle. Le service à la française. Au XVIIe siècle, en France, le service à la française se distingue par une structuration précise des repas. Inspiré des traditions médiévales, ce style de repas organise les plats en plusieurs services, mais leur nombre a tendance à diminuer par rapport au Moyen-Âge. Chaque service propose une sélection de plats permettant à chaque invité de choisir selon ses préférences. Les repas étaient organisés comme suit. Premier service, entrée, hors-d'œuvre et potage. Deuxième service, viande, poisson, plat en sauce. Troisième service,
rôtis et salades. Quatrième service, légumes, tourtes, fromages et autres mets salés chauds. Enfin, cinquième service, dessert, fruits, glaces et compotes. Entre chaque service, les plats sont retirés par des domestiques, nécessitant une grande variété de vaisselle. Au XVIIe siècle, le service à la française valorise l'harmonie visuelle de la table, avec une disposition élégante et symétrique des plats, comme vous pouvez voir sur cette image. Un plat spectaculaire est placé au centre, entouré de plats de taille décroissante, disposés symétriquement. Ce style, évoquant les jardins à la française, comme les jardins de Lenôtre à Versailles, vise à créer une présentation esthétique où les convives choisissent parmi plusieurs mets servis en même temps. Les tables étaient richement décorées, avec de la vaisselle et des couverts en métal précieux ou émaillé. La porcelaine viendra plus tard. Elle viendra au XVIIIe siècle. La porcelaine de Limoges, la porcelaine de Nevers, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Sur ces tables, on trouvait aussi des objets élégants, tels que des vases remplis de fleurs fraîches, et des centres de table, comme sur cette image, garnis de fruits. Les couteaux, les cuillères, les fourchettes, qu'en était-il au XVIIe siècle ? Eh bien, le couteau, lui, il était utilisé depuis longtemps. Il sert principalement à couper la viande. Sa lame pointue, héritée de son usage comme arme, est de plus en plus souvent arrondie au XVIIe siècle, comme vous le voyez sur cette image. Cette image, c'est l'image d'un couteau très ancien, sans doute l'image d'un couteau qui date de 1429. Donc vous voyez que les couteaux à bord arrondis sont apparus assez tôt, mais ils se sont développés avec l'arrivée de la fourchette, car la fourchette, c'était pas encore vraiment la fourchette, elle servait à prendre les aliments, à les piquer pour les apporter près de soi. Eh bien, la fourchette remplissait le rôle du couteau avec sa pointe. Elle permettait d'attraper, de piquer, de prendre les aliments pour les amener à soi. Et le couteau, quant à lui, eh bien, il pouvait servir à couper uniquement. On n'avait plus besoin d'une lame pointue. La cuillère, eh bien, la cuillère, elle est utilisée depuis l'Antiquité pour les sauces et les plats liquides. Elle devient courante au XVIIe siècle pour manger des soupes et des plats consistants. En réalité, la cuillère, au Moyen-Âge, était utilisée surtout pour les sauces et pour les plats liquides. Mais pour les soupes qui étaient servies dans des bols, souvent on portait le bol à sa bouche et on buvait dans le bol. Donc pas besoin de cuillère. Mais au XVIIe siècle, l'usage de la cuillère s'est développé et étendu à toute forme de plats liquides. La fourchette, introduite au début du XVIe siècle, elle est d'abord réservée à la haute société et utilisée pour prendre les aliments du plat commun, pour les amener à soi, près de soi. Mais au XVIIe siècle, les gens, dont Louis XIV, continuent à utiliser leurs doigts pour manger, pour porter la nourriture à la bouche. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la fourchette devient populaire et acceptée par toutes les classes sociales et qu'on s'en sert pour amener les aliments à sa bouche et pas seulement près de soi. Donc vous voyez par exemple ici une fourchette à 3 dents en argent de la fin du XVIIe siècle. Il est probable que cette fourchette servait à piquer les aliments pour les amener près de soi plus qu'à les porter à sa bouche. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que cet usage de la fourchette se développera vraiment. Au XVIIe siècle, le service devient plus raffiné. L'assiette, comme vous le voyez sur cette image, elle devient individuelle et une grande attention est portée à l'hygiène. Vous voyez que ces deux convives sur cette image sont équipés de serviettes. Et aussi au savoir-vivre. Une grande importance est accordée au savoir-vivre. On a vu à la Renaissance qu'avec l'ouvrage d'Erasme se développent des règles
pour se comporter à table, et ces règles se développent, en particulier à Versailles, où les comportements sont dictés par l'étiquette. Ce tableau, c'est un tableau du XVIIe. Vous notez qu'il n'y a pas de fourchette. François Vatel. François Vatel, né en 1631 et mort en 1671, est une figure importante de la gastronomie française du XVIIe siècle. Il a travaillé comme maître d'hôtel pour des nobles tels que Nicolas Fouquet, au château de Vaux-le-Vicomte, et le Grand Condé, ou Louis de Bourbon, au château de Chantilly. Vous voyez des images de ces magnifiques châteaux sur la droite. Vatel était responsable de tout organiser, de l'achat des aliments à la présentation des repas. Il est connu pour avoir perfectionné l'art de recevoir en s'assurant que chaque détail des banquets était impeccable. Vatel a exercé une influence déterminante dans l'art de l'organisation des banquets. Il a introduit des décors somptueux et mis en scène des spectacles grandioses, où il savait marier avec élégance la gastronomie, la musique et les divertissements. Ce qui illustre parfaitement cette image tirée du film de Roland Joffé, Vatel, et sorti en l'an 2000. Connu pour ses festins somptueux, Vatel est souvent associé également à l'invention de la crème chantilly. Cependant, cette célèbre crème fouettée existait déjà avant lui. En réalité, sa véritable contribution a été de populariser cette gourmandise lors de ses réceptions spectaculaires au château de Chantilly. Grâce à son sens aigu du spectacle et de la présentation, Vatel a contribué à associer cette délicieuse crème au nom de Chantilly. La fin tragique de Vatel. En 1671, François Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé, est chargé de préparer une grande réception au château de Chantilly pour impressionner la cour de Louis XIV. La pression est énorme, mais un retard dans la livraison des produits essentiels met tout en danger. Vatel, stressé par la peur de ne pas réussir et de décevoir, se donne la mort dans un moment de désespoir. Vous pouvez le voir sur cette image représentant le suicide de François Vatel en 1671. L'histoire de François Vatel a été portée à l'écran dans le film Vatel, réalisé par Roland Joffé en 2000. Aujourd'hui, son nom est également associé à une école prestigieuse de gestion hôtelière et de gastronomie, l'École supérieure de commerce et gestion hôtellerie internationale, Vatel. Voilà, notre cours sur la gastronomie française du XVIIe siècle est terminé. J'espère qu'il vous a intéressé, voire passionné. Nous n'avons pas pu parler de tout, bien évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vous remercie de votre attention, j'espère que vous continuerez à nous suivre et je vous dis à la leçon prochaine.